Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Point du Guest sur For You Télévision. On parle du Tchad dans cette émission ce soir. Le dialogue national inclusif et souverain ouvert depuis le 20 août 2022 par Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition, suit son petit bout de chemin et d'ailleurs amorce son atterrissage. Jusqu'ici, plusieurs thématiques ont retenu l'attention des parties prenantes et des participants après la contestation des membres du Présidium. Il y a eu également le règlement intérieur, plusieurs arrêts. Les dernières résolutions ont donné lieu à une prolongation de la transition à 24 mois de plus, ainsi qu'à la possibilité du général Mahamat Idriss Déby Itno de se présenter à l'élection après la transition. Il est aujourd'hui permis, bien sûr, à Mahamat Idriss Déby Itno d'être juge et partie. C'est en tout cas ce qui lui est reproché. Dans cette émission, on tentera de comprendre les issues, bien sûr, de ce dialogue national inclusif qui s'achèvera dans quelques jours seulement. On essaiera, bien sûr, de comprendre à quel moment est-ce que les jeux ont été lancés d'avance, puisque c'est ce qui donne à penser actuellement. Eh bien, pour en parler dans cette émission, le panel sera grand. Pour l'instant, bienvenue à vous dans cette édition du Point du Guest sur For You Télévision. Spécial sur le Tchad, nous aurons Adoum Maouloud qui est analyste politique et également acteur de la société civile. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir. Eh bien, Monsieur Djibrine Garminik également sera des nôtres, personnes ressources du dialogue national inclusif du côté du Tchad à N'Djamena. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Je n'oublierai pas Mahamat Lamana, journaliste indépendant depuis le Canada. Bienvenue à vous également. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de nous voir. Souleymane Hamzat depuis le Bénin, expert en questions de sécurité, consultant des problématiques de terrorisme dans cette émission. Je vous dis bienvenue également. Bonsoir Madame Bégoudé, bonsoir la galaxie patriotique panafricaine, bonsoir à tous mes co-débatteurs et frères du Tchad, bonsoir aux techniciens, n'est-ce pas, on n'arrêtera toujours pas de parler parce que c'est grâce à eux que nous sommes vus aux quatre coins du globe, et bonsoir à toute la direction de For You Media. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir tous dans cette émission. Pour cette palabre intellectuelle, bien sûr, nous aurons à évoquer la question au Tchad, bien sûr, et avec les dernières résolutions prises dernièrement, on se pose la question de savoir est-ce que les jeux étaient déjà jetés d'avance. La classe politique s'est rangée derrière la décision, estimant que c'est la particularité tchadienne, et elle convoque d'ailleurs un réalisme qui aidera le pays à sortir de la crise et vivre un nouveau départ. Je démarre avec Monsieur Maouloud. Bienvenue à nouveau dans cette émission. Quel regard est-ce que vous portez déjà sur ces résolutions qui donnent déjà la possibilité à Mahamat Idriss Déby Itno de se présenter aux prochaines élections présidentielles après la fin de la transition, mais aussi cette transition de 2 ans de plus? Merci beaucoup, chère madame, et merci également à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent au-delà du Tchad. Et donc, je voudrais donc me lancer directement sur votre question qui fait partie directement de la thématique numéro 2. Et donc, je voudrais d'abord formaliser en fait pourquoi le caractère du dialogue national inclusif. Et donc, le 17 août, le président du Conseil militaire de transition avait par un décret signé, c'est-à-dire le décret 2596, le statut du dialogue national inclusif qui est un dialogue national inclusif souverain. Et donc le caractère souverain donne à la plénière et au présidium, n'est-ce pas, la pleine responsabilité de diriger et également d'être responsable des résolutions qui seront prises à travers ces dialogues. Maintenant,
comme je l'avais dit tantôt, que les résolutions de l'éligibilité fait partie de la thématique numéro 2. Et je vous indique que c'est la thématique la plus qui a été plus voulée. Les débats étaient vraiment contradictoires parce qu'il fait également ressortir les questions de la forme de l'État. Et donc, pour certains, l'éligibilité est un droit. En tant que citoyen tchadien, tout citoyen tchadien a le droit d'être éligible. Maintenant, la question de se présenter aux élections, ça reste un choix. Mais n'oublions pas que le PCNT avait signé le caractère souverain du DNI et donc toutes les résolutions qui seront prises, toutes les résolutions issues de ces dialogues seront exécutoires. Et donc, c'est dans ce décret aussi qu'à l'article numéro 2, on dit que toutes les résolutions seront exécutoires. Maintenant, si, comment on appelle la plénière, je vous rappelle que la plénière est composée de presque 1500 partisans issus de différentes corporations politiques, associations, ONG, les institutions étatiques, etc., qui font office actuellement du peuple. Et donc, les résolutions ici de ces dialogues seront également souveraines. Maintenant, si la plénière décide que le président puisse se présenter, je n'ai pas de problème, puisque l'éligibilité, c'est un droit reconnu à tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, et je vous informe d'ailleurs, la fin du dialogue national souverain au palais du 15 janvier. Et donc, le samedi, ce sera la clôture où le président, le PCNT, le président du Conseil militaire de transition, qui, à travers, n'est-ce pas, les résolutions de la thématique numéro 2, à travers la thématique numéro 2, maintenant, les résolutions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé le Conseil militaire de transition qui est composé de presque 10 conseillers militaires. Maintenant, le président du comité du Conseil militaire de transition devient le président de transition. C'est-à-dire, à partir de samedi, si les résolutions sont signées, c'est-à-dire que le rapport des différentes commissions seront signés ce samedi. Et donc, à partir de là, peut-être que la Cour suprême va lancer maintenant le programme de son programme également pour l'autre là, pour scénariser complètement les statuts particuliers du président de la République, etc. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Maouloud. Nous allons nous tourner, bien sûr, à présent du côté de Monsieur Djibril Ngarminig. Alors, avec vous, on essaye, bien sûr, de refaire également cette question, à savoir le regard que vous pouvez porter, mais surtout sur la classe politique aujourd'hui qui, c'est vrai, elle est mitigée, mais il y a une grande partie qui adhère totalement à cette résolution, selon laquelle une transition de 24 mois de plus, mais également Mahamat Idriss Déby Itno qui pourra se présenter à l'élection présidentielle juste après. Est-ce que M. Ngarminig est toujours avec nous? Ça? Allô? Oui, on vous reçoit parfaitement. Allez-y. Allô? Non, est-ce que vous, madame, est-ce que vous pouvez reprendre la question parce qu'il y a trop d'interférences et je ne sais pas, est-ce que la qualité est extrêmement mauvaise, hein? C'est pas, est-ce que c'est à notre niveau ici? Est-ce qu'on peut peut-être même demander aux autres participants peut-être de désactiver un peu les vidéos et tout, quoi, pour nous donner beaucoup plus de... Parce que je n'ai pas bien suivi. Je reprends la question, Monsieur Ngarminig, je reprends la question histoire qu'on gagne en temps. Alors, je disais, la classe politique s'est pratiquement rangée dans cette décision. C'est vrai, elle est quand même mitigée. Mais la plupart estiment que c'est une réalité tchadienne aujourd'hui que d'accepter cette transition encore prolongée à 24 mois de plus, mais également à Mahamat Idriss Déby Itno de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle juste après.
Bon, merci de nous donner cette occasion pour nous exprimer par rapport au développement du dialogue et également par rapport aux conclusions auxquelles on est parvenu cet après-midi, après pratiquement 45 jours de discussion, d'échanges, de travaux en commission. J'aimerais d'abord rappeler que le dialogue, c'est tout un processus. C'est-à-dire c'est un processus qui a démarré l'année dernière par des consultations au niveau local et auprès également de Tchadiens de la diaspora. Et d'abord, une première série de recommandations avait été prise. Et ces séries de recommandations ont permis effectivement d'élaborer des documents de base qui ont servi effectivement au dialogue de dérouler ces activités. Bon, il faut rappeler que la question, c'est-à-dire la thématique numéro 2, n'a pas fait l'objet de débats approfondis pendant la période préparatoire. Donc c'est pour vous dire que tous les participants se sont rendus compte que c'est lorsqu'on va aborder cette question qu'on va vraiment savoir que vraiment le dialogue entre dans sa pleine phase. Et lorsqu'on est arrivé effectivement sur la question de la thématique numéro 2 qui porte sur la forme de l'État, sur l'éligibilité des membres du Conseil national de transition, du Conseil militaire de transition et sur un certain nombre d'autres questions, le Présidium avait préféré mettre en place un comité ad hoc parce qu'il sentait déjà venir beaucoup de contestations, beaucoup de récriminations, parce que bon, les gens qui sont venus, il faut se dire que ce sont des gens qui sont venus de tous les horizons. Et donc, il y a effectivement des gens qui sont déjà préparés pour imposer la forme fédérale de l'État. Il y en a qui sont préparés pour maintenir, faire en sorte que les résolutions puissent axer sur le maintien de la. Je pense qu'il nous a perdu. Quelques difficultés. Je pense que M. Djibril, nous l'avons un peu perdu à cause des connexions. Mais qu'est-ce qui a poussé maintenant la mise en place de cette commission ad hoc? C'est parce qu'il y avait eu vraiment des discussions dans les salles et également des discussions dans les couloirs et dans les réseaux sociaux que le Présidium avait jugé utile de confier cette responsabilité de la thématique D à une commission ad hoc qui est composée également des membres des politico-militaires et également des partis politiques, etc. Et donc, c'est parce que les gens, il y avait déjà eu des propositions et tout ça, mais c'est à l'issue des différentes contestations et des différentes discussions où les gens n'arrivaient pas, franchement, à trouver des solutions et le Présidium a jugé utile de confier cette responsabilité à une commission ad hoc. Mais maintenant, au sortir, la commission ad hoc a fait son travail, qui a justement proposé ça au Présidium et ils en ont pris acte. D'accord. On va permettre à d'autres personnes, bien sûr, de s'exprimer à présent. On va retrouver Souleymane Hamzat. Justement, alors, après ce qu'il y a été dit déjà sur ce plateau, depuis le début de l'émission, Souleymane Hamzat, c'est vrai, on avait déjà abordé cette question par rapport à l'issue du dialogue national inclusif sur l'élection présidentielle qui mettra en exergue, bien sûr, Mahamat Idriss Déby Itno, mais également aujourd'hui, on aborde la question de la prolongation de la transition à 24 mois de plus. Souleymane Hamzat, votre regard, est-ce qu'on ne s'y attendait pas forcément? Merci Madame Bekouté de l'occasion qui m'a donné de donner mon opinion par rapport à ce que nous appelons, n'est-ce pas, de tout vœu, c'est-à-dire la retrouvaille des frères tchadiens autour de leur nation. Et il s'avère que, comme l'a dit un prédécesseur, je vais citer M. Maloum Madoum,
il a bien parlé des différentes dispositions qui ont été prises par rapport à la tenue, n'est-ce pas, de cette transition-là et éventuellement les points principaux d'achoppement, n'est-ce pas, les points de convergence et les points de divergence sur lesquels ce dialogue-là devait se tenir. Mais à mon avis, du point de vue de la consultation, en tant que consultant, je pense que le Tchad est un pays qui est frappé depuis des lustres par des différentes attaques, qu'elles soient au sein même de l'armée que de ceux qui viennent de l'extérieur. Et il faille d'abord régler en préalable, à mon avis, je dis bien à mon avis, les questions liées à la sécurité, n'est-ce pas, et à l'intégrité nationale du territoire national tchadien. Mais il s'avère que dans la préparation de ce dialogue qu'on veut national, inclusif, je remarque que, si je joue sur les mots, hein, et comprenez-moi bien, on parle de dialogue national. On peut parler de quelque chose qui a un caractère national et inclusif si et seulement si tous les participants, tous les enfants du Tchad sont représentés à cette table. Je pense que ce n'est pas le cas, et je vous donne pour exemple palpable, n'est-ce pas, les discussions qui ont eu lieu du côté de Doha. J'ai pour information que dans la pléthore, n'est-ce pas, des groupes militaires qui se sont présentés, civilo-militaires qui sont présentés du côté de Doha, seuls ceux qui ont accepté de rentrer en N'Djamena ont pu avoir leur passeport, n'est-ce pas, le mandat, et sont rentrés en N'Djamena. D'autre part, il y a un deuxième groupe qui est resté bloqué sur place. Et ça, je vous parle de sûr. Et en troisième position, le troisième groupe que vous avez connu, qui est celui-là, non signataire des accords de Doha, qui devait déboucher sur ce dialogue actuellement tenu du côté de N'Djamena. Alors, si tel est que nous rentrons déjà de facto dans une fraction, n'est-ce pas, de ce dialogue, je dis une fracture, j'allais dire, de ce dialogue, les questions de l'unanimité des décisions, n'est-ce pas, liées à ce dialogue, vont certainement, et je le pense honnêtement, poser problème plus tard. Pour des raisons que d'autres ont refusé de signer, ils sont actuellement à des points X ou Y que nous ne nommons pas ici, et d'autres, n'est-ce pas, sont bloqués sur place parce que n'ayant pas adhéré au fait, disons, à la procédure qui était mise en place pour que ce dialogue-là se tienne. Malgré tout, le dialogue s'est quand même mis en place, a tenu, et voilà que la commission ad hoc, n'est-ce pas, liée à ce dialogue, reste déjà dans des conclusions actives, des conclusions qui relèvent de cette commission, de cette commission ad hoc, oui, mais qui ne reflète pas en réalité la voix de tous les Tchadiens représentés dans cette salle. Donc je voudrais que la nuance soit tenue à ce niveau-là pour faire hausser le débat et faire comprendre qu'on a comment l'impression que les jeux sont pipés ou joués d'avance. C'est mon avis sur la question, c'est mon analyse. J'espère que mes frères tchadiens nous éclaireront de plus en plus. Et mieux, je vais plus loin, il y a deux problématiques qui se posent. Vous allez du côté de ceux-là qui ont d'ailleurs refusé pour la plupart de signer les accords de Doha, mais ils se plaignent de deux choses très importantes, parmi lesquelles figurent je vais vous énumérer deux revendications importantes, d'ailleurs pour lesquelles ils ont refusé de signer cet accord. Un, l'installation des bases militaires étrangères, et plus particulièrement celle de la France. De deux, ils se posent la question, ils ont dit, n'est-ce pas, à des niveaux donnés que, certes, ils étaient, pour certains d'entre eux, sur le terrain de combat, ils ont combattu le président, le feu maréchal Idriss Déby Itno, et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas été ceux-là même qui ont commis son assassinat. Alors ils s'interrogent sur le fait de savoir qui a assassiné le maréchal Idriss Déby Itno. Donc vous voyez ces deux thématiques-là, parmi tant d'autres, je dis bien parmi tant d'autres, se posent aujourd'hui, et ma foi, faire de ce dialogue inclusif un dialogue parfois précaire.
Donc, il va falloir vraiment réfléchir, faire très attention pour ne pas remonter dans un bis repetita de tous les événements que le Tchad a connus jusqu'à ce jour. Merci, M. Souleymane Hamzat. Mahamat Lamana, vous êtes avec nous. Est-ce qu'on peut dire qu'un dialogue qui a démarré avec des réticences, avec plus de 1000 participants et qui s'achève avec des chaises vides, reflète vraiment les desiderata du peuple ou alors émane du désir du peuple ou alors de ses revendications? Bonjour, merci encore. Oui. Déjà, je voudrais commencer par dire un mot. J'ai noté par-ci, par-là quelques incohérences, des tergiversations venant de certaines parties. Oui. Ce que nous, on doit dire, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est qu'au-delà de toutes les considérations politiques, les considérations de positionnement, parce qu'aujourd'hui, au Tchad, c'est ça le réel problème. Les gens, on est dans un système où, pour avoir une place, on est obligé d'avoir un certain positionnement politique, aller dans un certain griotisme et tout. Ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, et vous vous rappelez bien, il y a de cela un mois ou 2 mois, lors de notre émission qu'on a eue ensemble, je vous avais brossé ce chemin, je vous avais dit que voilà ce qui va arriver au Tchad. Malheureusement, ma première réaction quand j'ai suivi en fait les résolutions de la thématique 2, en début du mois, ma première réaction était tout ça pour ça. Parce qu'on savait qu'on allait nous emmener vers là. Et beaucoup de gens qui étaient réticents, ceux qui ont quitté le forum, ce dialogue, ce monologue, ceux qui ont refusé de venir aussi justement à ce dialogue, à ce monologue, c'était ça, parce qu'on savait qu'on allait nous emmener vers là. On savait que ça allait arriver parce que ces résolutions sont boutiquées. Boutiquées dans quel sens? Succès Masra, le président des transformateurs, ceux de Wokitama et de l'opposition, ils ont cessé de demander au président Mahamat Idriss Déby de clarifier sa position. Est-ce qu'il va se présenter ou pas? Parce qu'un militaire, un officier, c'est sa parole. Un officier, c'est sa parole. Il a pris l'engagement devant le peuple tchadien qu'il ne va pas se représenter, ni lui, ni les 15 généraux, ceux qui constituent aujourd'hui le Conseil militaire de transition. C'est un engagement pris devant les 16 millions de Tchadiens, un engagement réitéré devant la communauté internationale et les partenaires qui le soutenaient, entre autres la France, l'Union africaine et autres. Cet engagement, aujourd'hui, on nous dit que non, voilà, il y a une résolution et que ce dialogue est là. Nous, on savait que ça allait arriver là du moment où Mahamat Idriss Déby ne voulait pas clarifier sa position. S'il avait clarifié sa position dès le départ, avant même le dialogue, il n'a pas voulu clarifier sa décision avant le dialogue parce qu'il savait que c'est vers ça qu'on voulait partir. On sait comment ça se passe au Tchad. Monsieur Maouloud, il nous dit qu'il y a eu un débat houleux. Quel débat houleux? On sait comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu de débat. Dès qu'on est arrivé à la thématique 2, on nous dit que non, ça c'est une question qui sera difficile à traiter. Voilà, il faudra juste mettre en place une commission. Cette commission est partie ils sont partis se concerter, oui. Se concerter derrière. Non, quel concerter? Ils sont partis, c'est des choses qui ont été boutiquées, on les a mis ça sur la table. Allez dire ça. Ils sont revenus et puis ils disent que bon, voilà ce qu'on a décidé. Ce dialogue est indépendant, ce dialogue est souverain. Cette souveraineté, c'était justement pour permettre à ce que ces genres de choses puissent passer. Et puis après, on va revenir nous dire que non, ce dialogue est souverain. Et quelle souveraineté? Rien n'a été discuté. On ne dit pas que le dialogue est souverain, on dit que la salle est souveraine. Donc tout ce qui est discuté au niveau de la salle, ces résolutions pourront être adoptées. Qu'est-ce qui est adopté en bonne et due forme depuis le début du dialogue? On sait comment ça se passe. 2-3 personnes parlent, après le président du dialogue se lève et dit est-ce que c'est adopté ou pas adopté? On sait qu'il y a un applaudimètre, il y a des gens du MPS qu'on a remplis dans la salle, ils vont commencer à applaudir et on va dire que oh, ok, c'est bon, ça a été adopté, la salle est souveraine. Donc il ne faudra pas blaguer avec, c'est des choses qu'on a usées. Aujourd'hui, le Tchad, c'est comme une femme auquel on a abusé, on a tellement trépatué qu'aujourd'hui, elle ne ressemble à rien du coup. Ces genres de pratiques, c'est ça qui a... En fait, aujourd'hui, on n'a pas seulement ouvert une voie, mais on a ouvert tout un boulevard pour des crises au Tchad. En 1960, le président Tambaba, c'était ce même genre d'attitude qui ont mené à ce qu'en 1975, il puisse avoir un coup d'État. Et puis, depuis ce jour, depuis 1960-75 jusqu'à ce jour, le Tchad ne connaît que des crises et de crises. Mahamat Idriss Déby, le feu Idriss Déby,
C'était ça. Il n'a cessé de trépatuer la Constitution, trépatuer d'injustice, et voilà ce qui est arrivé. Aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, c'est quoi? C'est qu'on va encore retrouver des partis d'opposition, des rebelles, des gens qui vont prendre des armes, une instabilité politique. Et puis voilà, on a parlé de refondation d'une république. Les refondations, c'est trouver des solutions à ce qui ont causé des problèmes au Tchad. Mais si on veut encore perpétuer, c'était ce que le président de l'Union africaine, Moussa Faki, avait alerté lors du discours d'ouverture. On est en train de perpétrer, de remettre encore les mêmes choses qui ont causé du tort à cette république. Merci Mahamat Lamana. Je ne sais pas si on a retrouvé Monsieur Ngarminik, mais on va retourner du côté de Souleymane Hamzat. Je suis là, oui, je suis revenu. D'accord, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. Alors Souleymane Hamzat, peut-être revenir rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir peur sur le plan sécuritaire du côté du Tchad, car on sait que le FACT qui avait promis de laisser sa lutte, ces différents combats, à la seule condition que les désirs du peuple soient exprimé durant ce dialogue national, est plutôt déçu quand il voit que voilà, l'issue est celle qui était attendue. Comme la thématique principale le dit, les jeux étaient peut-être jetés déjà d'avance. Souleymane Hamzat. Il n'y a qu'à écouter mon dernier intervenant, M. Mahamat Lamana, pour nous rendre compte de la gravité de ce qui se passe au sein de ce dialogue. Et partant, ce qui inquiète nous autres, les panafricanistes. Vous savez que les derniers instants de la vie du maréchal étaient fortement liés au panafricanisme. Oui. Et partant de ce fait, tout le reste, tout ce qui est venu après, les combats avec le FAC, tout ça, ce sont des problèmes qui sont liés aux Tchadiens entre eux. Et pour lesquels d'ailleurs, nous autres, nous avons pris quand même un grand écart. Mais il est fort de constater pour le lendemain de la prise de pouvoir, n'est-ce pas, de l'actuel président du CNT, écoutez, les choses sont allées très vite. D'abord, on a passé 18 mois à organiser, n'est-ce pas, ce dialogue qu'on veut national et inclusif. On se rend compte qu'il y a une frange, n'est-ce pas, partie de la société tchadienne qui est mise sur la touche. D'autres sont carrément gardés sous d'autres yeux, et cela en toute impunité. On se pose la question de savoir où va le Tchad. Hein, pour nous autres Africains qui, n'est-ce pas, pleurons tout le temps, n'est-ce pas, non seulement l'assassinat du président crapuleux, j'ajoute, je dis bien crapuleux, du maréchal, nous nous posons la question de savoir mais où va le Tchad avec ce genre de discussion. Et vous l'avez bien entendu, M. Mahamat Lamana, il vous a dit. Oui. Quand sur des thématiques, et ça, vous avez des vidéos, hein, vous pouvez aller sur Internet, vous en avez une pléthore. On prend une thématique, on ne va pas, normalement, quand il y a un dialogue national de ce genre, après les discours, tout le protocole politicien que nous connaissons, les travaux vont en commission. Mais vous voyez là, on érige un poteau sur lequel on donne d'abord le pouvoir à ceux qui sont, n'est-ce pas, d'homologuer ou de rejeter, n'est-ce pas, des requêtes venant, n'est-ce pas, soit des groupes civils, de la société civile, ou des groupes militaires. Un dialogue, n'est-ce pas, dans ce sens-là, il sera à coup sûr biaisé. Et on repartira dans ce qu'il vient de nous dire, mais la reprise des armes, et ça va vaciller de partout. Ce n'est pas notre souhait, mais il urge, par les temps qui courent, avant même, n'est-ce pas, à la fin de ce dialogue, que le président du CNT, n'est-ce pas, donne de la voix, parce que jusqu'à là, on ne l'a pas entendu. Il n'y a que d'autres personnes tapis, n'est-ce pas, dans cette conférence-là, que moi je peux appeler une conférence nationale, n'est-ce pas, de toutes les forces vives, encore que toutes les forces vives n'étaient pas présentes, oui. Il faille qu'il prenne ses responsabilités en venant dire aux Tchadiens quelles sont ses réelles intentions pour le futur. Refuser de le faire va replonger notre pays frère du Tchad dans le désordre, dans le bordel et dans l'anarchie qu'elle a connu. Le point culminant pour chuter, mais c'est la pression que mène, n'est-ce pas, la partie coloniale, qui veut venir installer des bases militaires dans ce pays frère. Je demande aux Tchadiens, de ma position de panafricaniste, de refuser et de refuser ces bases-là.
le Tchad, contrairement à tout ce que vous pouvez croire, n'est-ce pas, à l'une des meilleures armées, qu'elle soit clanique, en interne ou tout ça, ça c'est un problème tchadien auquel moi je ne voudrais pas adhérer. Mais sur le plan panafricain, vu tout ce que l'armée tchadienne a fait, du Mali, en passant par le Nigeria et autres, nous savons et nous retenons, pour nous autres panafricanistes, que cette armée reste une armée redoutable et à tout point de vue inégalable. Raison fondamentale pour laquelle nous appelons, n'est-ce pas, le président du CNT à dire au peuple tchadien quelles sont ses réelles intentions et non de jouer au dictat, n'est-ce pas, de la nation coloniale et de replonger le Tchad dans tout le bordel que nous connaissons et que nous avons connu jusqu'à là, qui a d'ailleurs malheureusement emporté le feu maréchal. Il va falloir que les Tchadiens soient très attentifs. La galaxie patriotique panafricaine est avec le peuple tchadien. Quand je dis avec le peuple tchadien, pas ceux qui sèment la terreur, qui sont là de droite à gauche à vendre au peuple des choses qu'ils ne sont pas capables de faire, ceux-là qui sont dans un discours démagogique que vous retrouvez sur des chaînes ministrines, mais dans une logique nationale qui puisse permettre à tous les Tchadiens de se sentir véritablement Tchadiens et partant panafricanistes. C'est entendu, monsieur Souleymane Hamzat. Eh bien, on reparle de ce dialogue national qui, ma foi, a perdu de son caractère inclusif depuis le départ. C'est en tout cas ce qui a été reproché à cette assise nationale depuis son lancement, à peine 7 jours plus tard. Alors, les politiques tchadiens ont décidé de déclarer que le Tchad, là je parle par rapport à la réaction tout à l'heure de Souleymane Hamzat, ont déclaré que le Tchad n'avait pas réellement une armée. C'est une déclaration totalement biaisée, selon vous, Souleymane Hamzat. Mais pour revenir à M. Ngarmini, qui déjà est à nouveau des nôtres, comment comprendre que Mahamat Idriss Déby Itno soit juge et parti quand on sait qu'à la base de ce dialogue national inclusif qui se voulait transparent, il avait lui-même déclaré qu'il s'agissait à la fin de ce dialogue de laisser cours à un autre pouvoir qui arriverait et prendrait place et dirigerait le pays. Allô? Oui, nous vous recevons, monsieur Dibrine. Oui, bon, en fait, je n'ai pas suivi votre... Comment comprendre que Mahamat Idriss Déby Itno soit jugé parti presque au sortir de ce dialogue national inclusif quand on sait la position neutre qu'il a voulu se donner au départ, justement, au lancement de celui-ci? Bon, j'aimerais vous rappeler que vous connaissez comment fonctionnent les systèmes politiques en Afrique, hein. Ça veut dire que, quelle que soit la bonne volonté du président, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de lui, toute la classe politique, fait tout pour pouvoir lui donner l'envie de rester au pouvoir. Donc vous voulez dire que les Tchadiens ont appelé, que l'entourage de Mahamat Idriss Déby Itno l'a appelé à rester encore pour 2 ans de transition et plus tard devenir président? C'est des bonnes guerres, des gens, des conseillers qui lui chuchotent aux oreilles pour lui dire que bon voilà, vous êtes prédestiné effectivement à diriger aussi longtemps que possible le pays. Vous avez l'armée avec vous, vous avez aussi réussi à réaliser des prouesses que même votre père n'a pas réussi à réaliser. Donc il ne faut pas que vous prêtez le flanc pour donner l'occasion à vos adversaires de vous demander de partir. En fait, donc, tout ce monde-là estime que le président Mahamat Idriss Déby est en position de force. Au regard, effectivement, de ce qu'il a fait, il faut le reconnaître, hein, il a réussi à faire revenir, même si ce n'est pas la totalité, il a réussi à faire revenir une bonne partie des politico-militaires. Il a aussi, malgré des opposants radicaux qui continuent effectivement à contester le format du dialogue, une bonne majorité des Tchadiens, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, ont accepté de venir participer au dialogue. Mais certains ont estimé qu'il s'agissait en partie des membres du parti au pouvoir et de quelques alliés. Oui, mais justement, le MPS avait trouvé vraiment l'occasion de pouvoir se repositionner. Parce qu'au début, quand le président Déby était tombé, beaucoup de membres du MPS avaient même décidé de quitter le navire. Mais ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient effectivement, ça veut dire que convaincre Mahamat Idriss Déby que ce parti
lui est toujours utile dans la perspective où il envisagerait effectivement de briguer un mandat présidentiel. Et donc, effectivement, bon, vous savez, comme je vous l'avais dit, hein, comment fonctionne le système politique, la classe politique tchadienne, tout le monde, tous ces gens, et au cours du dialogue, on a constaté que tout le monde, les gens sont beaucoup plus préoccupés pour préserver les avantages qu'ils ont, comment faire pour se positionner, plutôt que par l'avenir du Tchad. Hein. Donc, et ça, nous qui avons participé au dialogue, nous avons même eu à le regretter. Parce qu'on avait dit que certains textes, la façon dont certains textes avaient été proposés, la façon dont certaines résolutions avaient été imposées, donne à croire qu'effectivement les gens taillent les textes et taillent les institutions suivant les attentes des uns et des autres. Donc voilà, et c'est ça c'est une classe politique qui est totalement habituée à des combines et qu'il serait très difficile en restant à l'écart du processus de pouvoir venir à bout de ce système. Voilà. D'accord. Monsieur Lamana Mahamat, une mascarade, une manipulation des textes qui étaient déjà taillés, voilà, selon les désidérata du parti au pouvoir. Est-ce qu'on pourrait parler là d'une dynastie tout simplement? Et bien sûr, vous le disiez tout à l'heure, cela pourrait avoir un effet boomerang sur la question sécuritaire justement sur le territoire tchadien. Non, mais absolument. Si Mahamat Idriss Déby reste au pouvoir ou bien décide de se présenter, parce que jusqu'à là, c'est une résolution, mais lui, il n'a pas réaffirmé, il n'a pas confirmé qu'il qu'il va se présenter aux élections. Parce que nous, on reste à l'engagement qu'il a pris devant le peuple tchadien. C'est l'engagement qu'il a pris devant nous, peuple tchadien, qui nous engage, qui nous intéresse. Ce qui se passe aujourd'hui, au dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a jamais eu de dialogue depuis 1996, la première conférence souveraine, celle de 2018, de 2021 ou bien de celle en cours. Il n'y a jamais eu vraiment un dialogue sérieux au Tchad. On sait que chaque dialogue, ou bien on va continuer à l'appeler dialogue, chaque dialogue qui a été organisé, c'est toujours pour faire passer ou bien pour tripatouiller la Constitution, tailler sur mesure selon les désirs du président au pouvoir. Ça, c'est évident. Je reviens encore pour dire que si jamais Mahamat Idriss Déby reste, cela donnera raison aux politico-militaires, aux groupes rebelles. Et d'ailleurs, Mahamat Mahdi, le président du FAC, a déjà affirmé dans une chaîne de télévision ou bien dans une radio pour dire qu'aujourd'hui, tout son combat prend sens. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de combattre depuis des années. Oui. Ces gens d'injustice, ces gens de tripatouillement de la Constitution. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Parce qu'on parle de refondation. Quand on parle de refondation, c'est de mettre de côté tout ce qui, jusqu'aujourd'hui, fait en sorte que le Tchad soit là où il est. Pour parler de dynastie, moi, je vais encore revenir sur ce que le président français, Emmanuel Macron, avait affirmé il y a de cela quelques mois, quand le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, l'avait rendu visite. Il avait réaffirmé qu'il n'est pas pour un pouvoir dynastique au Tchad. Si aujourd'hui, Mahamat Idriss, je pense que tout le monde sait qu'il a été coopté, ou bien il a été coopté par la France. C'est parce que la France l'a soutenu que l'Union africaine a suivi, et puis peut-être les autres l'ont suivi. Donc aujourd'hui, il appartient à la France de réaffirmer sa position de ne pas être pour un pouvoir dynastique au Tchad. 30 ans, Idriss Déby, encore Mahamat Idriss Déby, pour combien d'années? C'en est de trop. Donc aujourd'hui, il y a déjà les partenaires, la France, les États-Unis, l'Union européenne, qui ont rappelé le président Mahamat Idriss Déby à ses engagements premiers. J'ai vu certains gourous du MPS revenir pour dire que nous sommes souverains, nous sommes souverains. Quand ça les arrange, le Tchad est souverain, c'est bien. Quand ça ne nous arrange pas, ils sortent cette histoire de souveraineté. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au Mali? Qu'est-ce qu'on peut dire parce que la politique française aujourd'hui en Afrique, voilà, elle est biaisée. Pourquoi? Parce que voilà, elle ne peut pas parler aujourd'hui au Mali. Elle ne peut pas parler au Mali parce qu'elle vient cautionner quelque chose au Tchad et elle va aller dire au Mali que ce n'est pas correct ce qui se passe au Mali, au Burkina ou en Guinée. C'est une question de cohérence politique.
Donc, on ne peut pas accepter que cela soit OK, soit bien au Tchad et que cela ne soit pas bien pour les autres pays. Donc, juste pour régler le problème qui se passe au Mali, il faudra qu'il soit juste ici au Tchad et qu'il dise à Mahamat Idriss Déby que déjà la façon dont tu as pris le pouvoir, parce que vous n'allez pas faire croire à 16 millions de Tchadiens que Kabadji, que nous connaissons, a refusé de prendre le pouvoir. Donc, quand je parle de Kabadji, je parle du président de l'Assemblée. On connaît qui est Kabadji. Kabadji, ce n'est pas quelqu'un qui va dire qu'il ne veut pas du pouvoir. Mais que veulent les Tchadiens aujourd'hui? C'est un nouveau visage ou alors c'est juste une gouvernance qui pourra défendre les désirs et puis les besoins tchadiens? Le Tchad, c'est une république. Donc, la république, il y a des fondements d'une république. Le fondement d'une république, c'est quoi? Il faut des élections libres, transparentes. Il faudra que ce soit les Tchadiens qui puissent élire et de manière consensuelle les dirigeants, ceux qui doivent les diriger. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, vous allez dire que Mahamat Idriss Déby, pendant 32 ans, il est resté par la volonté du peuple tchadien, que toutes les élections qu'il a eu à organiser, il les a gagnées vraiment? Non. Vous pensez que Mahamat Idriss Déby, aujourd'hui, demain, s'il va se présenter aux élections, les élections vont être crédibles ou bien il va accepter de perdre le pouvoir? Le pouvoir au Tchad, elle est très différente des autres pays. Et d'ailleurs, je pense que c'est partout. Le pouvoir, c'est pas seulement Mahamat Idriss Déby. Le pouvoir, c'est Mahamat Idriss Déby, ceux qui les entourent, ses frères, ses cousins, les gens de sa famille, les gens de son ethnie, tous ces gens et ceux qui gravitent tout autour et qui continuent à faire du grotesque, parce qu'on sait qu'au Tchad, si tu veux avoir une place, il faut avoir des considérations politiques, des sorties politiques, un peu tout autour de voilà, et puis voilà. C'est tout ça. Ces gens-là, aujourd'hui, ces départs que vous voyez un peu partout, là, les départs du ministre des Affaires étrangères, un peu plus, juste avant l'organisation avec les politicos du pré-forum, avec les politicos, c'était Gokuni Wedde, on a mis Gokuni Wedde, vous pensez que c'est quoi? Ce n'est pas rien. Soit tu es avec le pouvoir, tu n'es pas avec le pouvoir, on te met de côté. Donc aujourd'hui, le peuple tchadien, pour répondre à ta question, c'est que Mahamat Idriss Déby se reste de côté. Il a pris un engagement devant le peuple tchadien. On a accepté son engagement. Aujourd'hui, on est arrivé à 18 mois. Peut-être renouvelable une fois. On nous ramène encore 24 mois. Il n'y a pas de problème. Il peut rester ces 24 mois. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais on peut quand même accepter les 24 mois, mais qu'il ne se représente pas. On a besoin d'un vent nouveau. Parce qu'aujourd'hui, au Tchad, vous parlez d'armée. Quelle armée au Tchad? On n'a pas une armée. Cette armée, elle est clanique. Elle est tout autour du peuple. C'est une armée de la famille d'Idriss Déby. La bravoure du Tchadien, on ne peut pas l'enlever. On n'a pas d'armée. Donc, c'est toutes ces questions-là. Il faut qu'il y ait une armée nationale. Il faut qu'il y ait une armée qui soit vraiment pour le peuple. Il faut qu'il y ait un régime venant de la volonté du peuple. Voilà ce que je peux dire. Il faut qu'il y ait un vent nouveau. 30 ans, on n'a même pas d'électricité dans notre pays. On va continuer encore à soutenir ce régime. Merci Lamana. Alors Souleymane Hamzat, peut-être revenir vers vous. On pointe du doigt l'ingérence française justement aussi bien dans l'organisation de ce dialogue national inclusif et souverain, mais également dans le pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. Mais est-ce que le problème tchadien aujourd'hui n'est pas finalement ethnique? Si, il a dit mon prédécesseur. Et je pense que je ne me suis pas bien fait comprendre à ce niveau-là quand je parle n'est-ce pas, de l'armée tchadienne. Je parle de son courage, de sa ténacité et de sa bravoure, n'est-ce pas, à aider ses frères africains. C'est de ce côté-là que je parle et j'ai bien précisé, encore faille-t-il constater que c'est une armée qui a, n'est-ce pas, une carapace un peu clanique. Donc, ça, sur ce point-là, on est entièrement d'accord. Il faut aller constater qu'aujourd'hui, le peuple tchadien a besoin, n'est-ce pas, de renouveau. On parle de refondation, mais quand on parle de refondation, on ne continue pas. Et le jeu trouble de la France ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis le maréchal, qui, d'ailleurs, rappelez-vous, à des moments donnés, avait des hauts et des bas avec la France. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, l'entrée de ces rebelles-là au port de Gamena? Vous vous souvenez aussi de cette colonne-là qui venait de la Libye, qui a été rasée par l'armée française? Il y a beaucoup d'acquaintances entre le régime du feu maréchal Idriss Déby Itno et les réalités que nous connaissons sur le plan panafricain. Mais nous autres, en tant que panafricanistes,
cela ne nous a pas empêchés, n'est-ce pas, d'être du côté du maréchal, même jusqu'à son dernier souffle. En ce sens-là que le déploiement de l'armée tchadienne sur les théâtres d'opération, aussi bien au Mali, dans d'autres pays, je ne les cite pas tous, donnait quand même cette grandeur-là et donnait quelque part une leçon à l'Occident qui nous faisait croire que nous avons des armées incapables, n'est-ce pas, dans l'incapacité totale de combattre ce qu'ils ont fabriqué et amené et dénommé le terrorisme. Mais en réalité, ce phénomène-là est un phénomène de grand banditisme lié au mercenariat. J'ai des thèses dessus à foison et je suis prêt à le démontrer à qui le veut. Maintenant, pour ce qui est du dialogue national inclusif, on ne fait pas du dialogue au juge national inclusif en laissant une partie, n'est-ce pas, de son peuple de l'autre côté. Je vous ai dit que d'autres n'ont pas pu avoir leur passeport, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour quitter le Doha et puis s'envoler sur d'autres cieux. Donc je ne comprends pas, j'ai comme l'impression qu'il y a une main invisible, et celle-là, elle est connue, de la France. D'ailleurs, allons constater, au lendemain de l'assassinat crapuleux du feu maréchal, par quelle alchimie l'actuel PR du CNT s'est porté au pouvoir. Et adulé par la France, il était même l'un des présidents, les premiers présidents à arriver. Mais allons nous interroger, faisons une parenthèse, sur le combat qui a mené à l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno. Il se dit qu'il avait un conseiller militaire français, lequel d'ailleurs aurait annoncé au président français sa mort. Comment se fait-il qu'à ce niveau-là de la sécurité, on puisse se retrouver des intrus de ce genre? Franchement, j'interpelle le chef d'État sur la capacité à gérer leur propre sécurité et partant celle de nos populations. Il est inadmissible d'avoir ce genre de personnage dans le sillage sécuritaire des chefs d'État. Puis, mais il se dit, par les gens que nous connaissons, d'ailleurs, qui ont refusé de signer, que dans le feu de l'action, ils ont remarqué que des personnes de couleur s'étaient portées sur un hélico et n'étaient pas loin du lieu de cet assassinat-là. Ils sont arrivés, il ne s'est pas passé quelques minutes et on a appris la mort du maréchal. D'où, d'ailleurs, leur interrogation à tout le peuple tchadien de s'interroger sur qui a réellement abattu le maréchal Idriss Déby Itno. Donc, vous voyez, et nous, les panafricains, nous sommes inquiets. Nous continuons de réclamer une enquête, qu'elle soit nationale ou internationale, sur les agissements des uns et des autres qui ont conduit à la mort du maréchal, si tel est que ces gens-là ne reconnaissent pas sa mort et ils le clament haut et fort. Écoutez bien, monsieur Laporte, il vous dit que même le président du FAC est contrairement opposé à tout ce qui se passe du côté du Tchad. Ça veut dire que quoi? Nous courons encore la tête du droit dans le mur. Et c'est triste pour nous autres Africains, nous autres qui pensons que, bon, disons, qu'on m'excuse un peu le terme, un sacrifice voulu du maréchal, bon, le peuple tchadien allait se remettre ensemble, c'est différent, et vraiment prendre le taureau par les cornes et consulter. Donc ça vous dit en réalité que le peuple, ça dit, la France n'a pas arrêté de jouer son jeu sale et trouble qu'il gère à travers toute la sous-région. Nous, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes en train de la bouter dehors et ça va continuer. Et rassurez-vous, ça ne va pas s'arrêter à tout ce que vous voyez là. Ça ira plus loin. Et de deux, interpeller le peuple tchadien. Je reviens bien sur les deux thématiques, à savoir qui a assassiné le maréchal et la création d'une base militaire. Ceux qui étaient sur le champ de bataille ont dit qu'ils n'étaient pas responsables de sa mort. Et de deux, comment se portera le Tchad dans les mois à venir? Cela y va de la sécurité nationale du Tchad, de la sous-région et partant du continent africain. Merci Souleymane Hamzat. Eh bien, on va, avant de chercher si M. Maouloud est toujours des nôtres dans cette émission, retourner peut-être vers Lamana, justement, qui interpellait une position de la France, mais également parler de la position de l'opposition au Tchad. Comment comprendre ce mutisme? Je ne sais pas si c'est le bon mot utilisé, mais ce retournement de veste également du côté du Tchad en ce qui concerne l'opposition qui, ma foi, n'a pas
pas donné une réponse qui donne l'impression qu'elle est contre ces résolutions qui ne sont peut-être pas encore définitivement adoptées, mais qui se dessinent quand même. Non, il y a malheureusement au Tchad, il n'y a plus d'opposition en tant que tel. Celui qui aujourd'hui est l'image de l'opposition au Tchad, c'est Succès Masra. Un seul, Succès Masra, qui aujourd'hui est en tournée médiatique en France. Du côté de la société civile, il y a Wokit Tama. Tous les autres aujourd'hui sont dans la même marmite du MPS. Hein. Vous saviez, celui qui était, je sais pas, vice-président du CODNID, c'était Saleh Kebzabo. Saleh Kebzabo, c'était entre-temps, à l'époque d'Idriss Déby, le chef de l'opposition tchadienne. Aux dernières heures, aux derniers jours d'Idriss Déby, malheureusement, il s'est retrouvé dans la cuisine MPS. Celui qui est aujourd'hui président du présidium du CODNI, c'était aussi quelqu'un qui était connu pour être vraiment de l'opposition, de la vraie opposition tchadienne entre-temps. Aujourd'hui, on ne le reconnaît plus parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un Gali Nkoté puisse accepter que ces genres de résolutions puissent passer. C'est les gens qui sont arrivés à un âge très avancé, donc ils savent que politiquement, ils sont déjà vers la fin, donc ce n'est que normal. Donc, clairement, au Tchad, aujourd'hui, on n'a pas d'opposition. Quand vous parlez de pré-dialogue, j'ai entendu dire que l'un des exploits qu'on veut attribuer à Mamadou Idriss Déby, c'est le fait d'avoir pu mettre sur la table, autour d'une même table, les politico-militaires. Là aussi, il faut comprendre que pendant 30 ans, ces hommes, ceux qui se disent aujourd'hui des politico-militaires, sont arrivés à essoufflement. Les Mamanouri, ils sont rentrés au Tchad, ils n'ont plus la force qu'ils avaient d'antan. Donc, on a pu peut-être mettre autour de la table ceux qui se sont essoufflés, ceux qui ne représentent plus vraiment un poids sur la classe politique ou bien au niveau parmi les politico-militaires. Le vrai politico-militaire, le vrai groupe rebelle aujourd'hui reconnu au Tchad et qui a une force de frappe, c'est le CMSR et le FAC. Et ceux-là ont refusé de venir. Donc, vous ne pouvez pas parler de dialogue parce que vraiment ceux qui représentent un poids au sein de l'échiquier politique du Tchad n'y sont pas. Ni Succès Masra, ni Wokit Tama, ni... Donc, on a rempli la salle des gens qui se sont essoufflés, des gens qui ne représentent plus rien. Et voilà, donc, vous parlez de mutisme, je pense que ceux qui représentent quelque chose parlent. Succès Masra, il a fait ce qu'il pouvait, vous saviez ce qui s'est passé. Je pense peut-être qu'aujourd'hui, il ne veut plus encore faire drainer ses partisans pour subir la même chose, donc peut-être qu'il a changé de tactique. Mais là, clairement, on va laisser faire. Je pense que ce qu'on pense, la nouvelle stratégie, c'est que chaque personne doit maintenant assumer sa responsabilité. La France qui a coopté Mamadou Idriss Déby au pouvoir, elle doit assumer sa responsabilité. L'Union africaine doit assumer sa responsabilité. L'ONU, j'entends par là les États-Unis, le Canada même, par l'entremise de son ambassade, a réagi. Donc chacun va assumer ses responsabilités. Soit on revient aux engagements premiers, soit celui-là va être au pouvoir, il va encore tenir en otage le peuple tchadien pendant combien d'années, on ne sait pas. Mais on ne va pas venir parler au Tchad un langage différent qu'on tiendra peut-être aux Maliens, aux trucs là. Si on accepte que cela se passe au Tchad comme ça, il faudra accepter que cela soit aussi pareil au Mali. Il ne faut plus aller déranger les Maliens, les Burkinabés, les tout autres. Il faut que ce soit quelque chose de légal, normal. À partir d'aujourd'hui, on se dit que ça peut se passer comme ça parce que ça s'est passé au Tchad comme ça. Donc, si ça se passe ailleurs, ça va être normal. Il faut légaliser la chose. Voilà ce que je peux dire. Merci. Monsieur Maouloud est toujours des nôtres. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame, je suis là. Oui. Alors, pour vous, quel est l'avenir politique du côté du Tchad après ces résolutions qui ont été mises sur la table, aussi avec la main de la France qui continue d'être pointée du doigt? J'aimerais donc rappeler ici les personnes qui sont avec moi sur la table. Et donc, le Tchad est un pays indépendant.
d'accord, et souverain. Donc, il fait partie avec une superficie de 1 284 000 km². Et donc, le Tchad n'a que des partenaires internationaux. Maintenant, le Tchad n'a rien à recevoir de ses partenaires qu'importe l'Union africaine, l'Union européenne, etc. Comment on appelle aujourd'hui la situation sécuritaire au niveau du Tchad. Nous avons également des situations d'insécurité au niveau des pays voisins, tels que le Soudan, la Libye, le Nigeria, voilà, et puis la RCA. Donc, si aujourd'hui nous avons une stabilité, une paix, c'est grâce aux efforts du président du Conseil unitaire de transition, avec à sa tête le président Mamadou Idriss Déby Itno. Maintenant, au-delà de l'aspect sécuritaire, il a jugé utile lui-même de refonder la nation, de mettre tous les Tchadiens ensemble autour d'une salle pour décider, n'est-ce pas, de l'avenir du Tchad, pour se réconcilier. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui, presque 45 politico-militaires qui étaient à l'étranger, mais qui ont été convaincus de l'accord de Doha à venir participer au dialogue national inclusif. Il y a également presque 230 partis politiques au Tchad qui sont légalement reconnus par l'État, et donc ça fait partie, n'est-ce pas, d'une démocratie. Aujourd'hui, le Tchad est démocratique, donc on ne peut rien recevoir de ses partenaires. Maintenant, si, comment on appelle, les différentes corporations politiques, des ONG, les membres des institutions ont vu un président Mohamed, ces leaders capables de résoudre les problèmes du Tchad, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, comment on appelle, la Constitution lui donne raison de se présenter, d'être éligible. Maintenant, s'il y a des gens qui sont mécontents, déjà, il a mis en place une politique de main-tendue, quitte à celui qui la tienne. Maintenant, s'il y a des gens qui sont mécontents, qui ne veulent pas participer, où est le problème? Qu'ils laissent la majorité des partis politiques, parce qu'ici, on crée un parti politique, nous sommes déjà un opposant. Et si les gens ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'ils ont peur maintenant si le président Mamadou se présente aux élections présidentielles? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de la frontière? Mais maintenant, allons-y au suffrage universel, on verra. On ne peut pas lui retirer ses droits constitutionnels. Voilà. Retour donc du côté de Souleymane Hamzat pour reparler de cette base militaire française qui voudrait s'installer du côté du Tchad. Une situation qui malheureusement a du mal à être contestée finalement sur le territoire tchadien. Tout à l'heure, Maouloud, dans ses réponses ou alors dans son intervention, disait que le Tchad a des partenaires internationaux mais n'a rien à recevoir comme ordre de ceux-ci. Mais sur le terrain, on voit bien que c'est différent. S'il vous plaît, là, moi, je ne sais pas si je suis encore dans le débat, quoi. Monsieur Garmini, vous êtes de retour. Nous revenons à vous juste après Souleymane. Nous revenons à vous juste après Souleymane Hamzat. C'est vrai qu'on a eu l'impression de vous avoir perdu. Alors Souleymane Hamzat, vous avez la parole. Je suis au regret, Madame de dire à Monsieur Maouloud Adoum, mon frère du Tchad, que le Tchad, certes, est un pays indépendant et souverain. Mais nous constatons, nous autres, en tant que panafricanistes, que le Tchad est en train soit de vendre sa souveraineté ou de la perdre totalement avec l'acceptation de l'installation de ces bases militaires. Pour nous autres panafricains, on est coagulés sur cette affaire des bases militaires. C'est hors de question. Et je vous ai dit ici, dans cette émission, quelle est la ténacité de l'armée tchadienne à l'heure actuelle. Vous l'envoyez sur n'importe quel théâtre d'opération, elle sort 20, mais elle bousille tout ce qu'elle a devant elle.
On ne peut pas avoir une armée aussi forte, en tout cas structurée du point de vue du combat extérieur, et aller faire inviter la France qui vient installer pas une base, 2, 3, 4 et 5 bases qui vont être installées bientôt dans le Tchad. C'est inadmissible pour nous, panafricains. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'acceptons déjà pas depuis que ce communiqué est sorti. Nous ne l'acceptons pas aujourd'hui et nous ne l'accepterons pas demain. Si tel est que les autorités actuelles tchadiennes, n'est-ce pas, s'enfoncent dans cette ligne directionnelle militaire, d'installer ces bases-là, elles seront combattues, mais de manière farouche par la galaxie patriotique panafricaine. J'assume mes propos, je vous le dis à mon vision, l'Afrique n'a plus besoin de bases militaires. Nous sommes des États indépendants. Si tel est que M. Malou accepte que l'indépendance veut dire, n'est-ce pas, pour nous autres, la dignité, la souveraineté et l'intégrité de nos sols. Merci Souleymane Hamzade. Alors, Monsieur Garmining, nous sommes avec vous à présent. Eh bien, comment comprendre, qu'est-ce qui explique une prolongation ou alors même une proposition, une résolution qui voudrait une prolongation de la transition à 24 mois de plus du côté qui est au pouvoir pour pouvoir se servir. Ça, c'est le principe général. Maintenant, il faut se dire que la meilleure façon, effectivement, d'arriver à défaire ce système, il va falloir conscientiser ceux qui habitent au niveau du pays même, ceux qui vivent les situations. Parce qu'il va arriver un moment où il sera très difficilement tenable pour les populations, parce qu'ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus de route, ils n'ont c'est-à-dire les denrées de première nécessité coûtent extrêmement cher. Donc, ça veut dire que la situation va arriver à un moment où il va y avoir une confrontation entre les élites qui se mettent ensemble pour pouvoir piller les ressources du pays et la masse laborieuse qui n'en peut plus. Aujourd'hui, quand vous entendez les conflits intercommunautaires, c'est les prémices d'une déflagration qui n'a rien à voir avec des discours panafricanistes ou bien quoi que ce soit. Parce que ces régimes qui sont en Afrique, et particulièrement en Afrique centrale, ont basé leur fonctionnement sur des alliances d'intérêt. Et si vous voyez aujourd'hui les politico-militaires, les activistes qui sont rentrés au pays, ils sont les meilleurs alliés du régime. Tout ce qu'ils ont eu à faire au niveau du dialogue, c'est de se battre pour obtenir des places, que ce soit au CNT, que ce soit au sein du gouvernement. La situation de la population ne les préoccupe nullement. Donc, moi, je pense que le seul combat qui va, c'est le combat qui va être mené par la population qui sera au cœur du mur. Aucun homme politique ne pourra porter effectivement les aspirations du peuple dernier. Si vous avez suivi ce matin... Oui. À quand dans ce combat de la population, Monsieur Garmining, justement, quand on voit qu'elle continue? Ça, c'est des situations qu'on ne peut pas programmer. Ça veut dire qu'il suffit d'un déclic. Regardez ce qui se passe actuellement en Iran. Malgré le régime, malgré la dureté du régime, le décès d'une fille après un garde à vue a déclenché. Donc ça veut dire que les rancœurs, les frustrations... Donc le Tchad attend son déclic, c'est ce que vous essayez de dire, Monsieur Garmining? C'est possible, et c'est possible. Et moi, là où je suis, je ne compte sur aucun homme politique, que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir. Tout ce monde-là, leur obsession, c'est de comment obtenir, c'est-à-dire accéder à des privilèges et les conserver. Et quand vous allez voir la façon dont les choses sont déroulées au niveau du dialogue, ça reflète cet état d'esprit. Même les Mamad Mahdi, les Masra, ils vont demain, parce qu'en fait, Mamad Idriss Déby a obtenu la première phase de sa victoire. Il ne faut pas le prendre pour un con, hein. C'est quelqu'un qui se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Et c'est de bonne guerre. Il a l'armée avec lui, il a les moyens de l'État avec lui, il se donne les moyens, il a pu organiser un dialogue qui, en définitive, correspond effectivement à ce qu'il attend. Ça lui a donné beaucoup plus de visibilité en tant que chef d'État. Il a quand même réussi à ramener des politico-militaires, il a réussi à même récupérer... Réussi à donner l'impression qu'il lutte pour la démocratie. Bon, la démocratie, le problème c'est que c'est une culture, hein. Parce que la démocratie c'est une culture. Et tous ceux qui aujourd'hui sont autour de lui, ce sont ceux-là qui ont entouré son père depuis 30 ans. Et ils n'ont rien à foutre de la démocratie. Ce qui les intéresse, c'est comment faire pour perpétuer les privilèges qui découlent des postes qu'ils occupent. C'est ça le problème.
Et donc, ils s'approchent même au diable pour que leur progrès soit préservé. Donc, aujourd'hui, toutes ces élites-là, ils n'en ont rien à foutre de la démocratie. Parce que si on met en place des mécanismes qui permettent effectivement d'organiser de vraies élections, ces gens-là, personne ne va les élire. Et ils en sont conscients. C'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire pour mettre en place le même système qui a permis au président Déby de rester pendant 30 ans. Et donc, ils sont en train de tout faire pour que ce même système continue à... Donc voilà, le problème c'est les difficultés que les populations vivent. Les autres débats d'intellectuels derrière les claviers, moi je pense que ça ne résout aucun problème. Beaucoup de gens ne comprennent même pas les réalités de notre pays et même des réalités des pays africains. Et donc, et surtout les réalités que nous vivons. Donc, vous allez voir, quand j'ai suivi l'interview de Masra ce matin, il a déjà changé totalement de cap. Et vous allez voir, soit lui, soit les membres de son parti vont rentrer dans un futur gouvernement. Et donc, comme Lamana l'a dit, c'est le seul opposant sur lequel on comptait, mais lui aussi, il est obligé, parce que bien sûr, il est sous pression. D'aucuns même ont dit qu'il a été invité à Doha, il serait peut-être parti au Qatar, il est parti en France, il est en train de subir une vraie pression, et c'est le système. Et c'est le régime en place qui a pu faire recours à ces États-là pour leur dire, bon, essayez de l'amadouer pour que lui rentre dans le gouvernement, pour qu'on crée une situation de paix au Tchad afin de pouvoir... Parce que les gens pensent que quand on fait un dialogue national inclusif, que tout le monde doit parler la même voix. Non. Le dialogue national inclusif, c'est une occasion où les gens doivent vider leur sac, où les gens doivent dire... Et ça, je crois que le dialogue a tenu son pari. Les gens ont dit ce qui ne va pas au Tchad. Maintenant, ceux qui sont censés régler ce problème, est-ce qu'ils sont disposés à le régler? Ça, c'est la question. C'est-à-dire ceux qui sont les tenants du pouvoir, ceux qui tiennent la justice, ceux qui tiennent l'armée, ceux qui tiennent l'administration, ceux qui pratiquent la corruption. Est-ce qu'ils sont prêts à se décider de ces avantages pour permettre que la situation... Tout le monde connaît le problème du Tchad. Voilà, c'est ça le problème. D'accord. Merci Djibril Ngarminig, voilà. Merci d'avoir vidé votre sac dans cette émission. On a bientôt terminé. Alors peut-être retourner vers Lamana Mahamat à présent. Eh bien, Monsieur Djibril a estimé que le dialogue national inclusif au Tchad a tenu son pari totalement parce qu'il a permis aux fils et filles tchadiens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensaient, de vider leur sac. Mais malheureusement, on a eu à voir qu'un caractère exclusif a été imputé à ce dialogue national inclusif et les résolutions qui ont été prises ne respectent pas forcément les desiderata justement du peuple tchadien. Quand le peuple se retrouve sans personne justement pour défendre sa cause, défendre ses aspirations, que lui reste-t-il finalement, Mahamat Lamana? Que lui reste-t-il? Et ils ont tendance à croire ou à penser que ce qui arrive ailleurs ne pourra peut-être pas arriver au Tchad. Vous voyez ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali, ils ont tendance à croire que ça n'arrivera pas au Tchad. Et peut-être que ça n'arrive pas encore au Tchad. Pourquoi? Parce que Déby a réussi quand même à façonner une armée clanique, une armée de familles, de cousins, de cousines, de cousins, de frères et tout. Donc, il n'y a pas des gens, tous ces gens se sentent concernés, ils se disent que ça c'est notre pouvoir à nous. C'est pour cela que vous voyez qu'il n'y a pas de révoltes, de mutineries, mais chaque chose arrive en son temps. Chaque chose arrive en son temps. Pendant 30 ans, pendant 60 ans, on va le dire, ce qui a causé problème, ce qui a fait qu'il y a eu autant de coups d'État, autant d'instabilité, c'est cette manie de tripatuer cette constitution, de confisquer cette constitution, parce que depuis 1990, la même recette qui a permis à Idriss Déby de rester au pouvoir pendant 30 ans et qui a permis qu'il y ait beaucoup de politico-militaires qui se sont combattus pour que les choses puissent être là. C'est cette même Nila qu'on est en train de vouloir reconduire encore pour combien d'années, on ne sait pas. Je voudrais aussi répondre mais je voudrais aussi parler parce que j'ai entendu parler, on a évoqué cette histoire de bases militaires. Moi, je ne comprends pas l'utilité d'avoir une base militaire au Tchad. Le Tchad n'a pas la même instabilité qu'il y a au Mali.
Déjà que même au Mali, ils n'en veulent pas. Des points terroristes, non. Oui, mais ils peuvent quand même peut-être l'expliquer par le fait qu'il y ait peut-être une menace terroriste et qu'il faut qu'il y ait peut-être une base militaire française pour peut-être combattre. Mais nous n'avons pas ce problème au Tchad. Pourquoi avoir une base militaire? L'étendue du territoire tchadien est sous contrôle. Peut-être vers le nord, un peu vers la Libye et tout, mais qui n'a pas un impact direct à la sécurité ou au pouvoir tchadien. Ils sont chassés. Là, il faut juste la comprendre comme ça. Ces bases militaires sont chassées de partout. On n'en veut pas au Niger, on n'en veut pas au Mali, on n'en veut pas un peu partout. Bon. Il n'y a que le Tchad qui aujourd'hui continue à faire la politique française. Pourquoi? Parce que le pouvoir qui est au Tchad est un pouvoir qui est pour les intérêts de la France. Le jour où on aura un autre dirigeant qui aura une autre politique, peut-être que cette base militaire n'aura pas de raison de rester. Mahamat Idriss Déby, il est là parce que Emmanuel Macron est venu au Tchad et lui a donné la coptée. Donc voilà, en quelque sorte, ce que nous, on peut dire. Est-ce que je peux intervenir par rapport aux bases? Oui, monsieur Garmini, vous pourrez rebondir. Je vais vous dire une chose. Hein. Prenez le cas de Djibouti qui dispose de... Moi, j'ai proposé même à la plénière une résolution pour demander au gouvernement de transition de proposer à la France de payer le loyer des 3 bases. Pour la bonne et simple raison qu'à Djibouti, par exemple, Djibouti dispose de 7 bases étrangères. Moi, j'ai été à Djibouti. On m'a expliqué comment ça fonctionne. Toutes ces bases payent un loyer. La base française paye 30 millions d'euros par an. Et la France n'a jamais empêché à Djibouti d'accueillir d'autres bases. Je crois que notre problème, c'est d'abord nous-mêmes. On peut prendre la France comme un bouc émissaire. Le problème du Tchad, c'est d'abord les Tchadiens. Les Tchadiens font de la politique, c'est-à-dire ils sont prêts à tout pour pouvoir préserver les intérêts, des intérêts de leur clan, des intérêts de leur parti, etc. Nous avons appris une seule façon de faire de la politique depuis les indépendances. Ça veut dire chaque fois que ça ne marche pas, on se tourne vers la France, en bien comme en mal. Quand ça marche aussi, on dit bon, c'est-à-dire quand ça ne marche pas, même les partis politiques d'opposition, ils jettent le regard vers la France. Même si la France ne réagit pas, ils veulent que la France réagisse. Nous-mêmes, on s'est forgé mentalement dans un état d'esprit où sans la France, nous, on est bien. Et je vous assure que même si demain la France quitte et que les Russes viennent, ça va être la même chose. Parce que c'est des bonnes guerres, chaque politicien, s'il peut obtenir un appui extérieur pour accéder au pouvoir, il ne va pas refuser de le faire. Il faut pas faire comme s'il n'y a qu'au Tchad, il y a des bases françaises. En Côte d'Ivoire, il y a des bases françaises. Au Sénégal, au Gabon, personne n'en a parlé. Les bases, c'est vrai que du temps de Gbagbo, les Français à Abidjan, ils ont participé, ils ont chassé Gbagbo. Et après, les gens, mais maintenant personne n'en parle parce que le gouvernement a pris la gestion du pays en main et personne. C'est-à-dire, le problème, c'est nos gouvernants. Moi, je suis désolé, mais les Français, quand on leur donne l'occasion d'intervenir dans nos affaires, ils vont le faire. Et si on ne leur donne pas l'occasion d'intervenir, ils vont rester, ils vont la boucler. Et moi, j'ai dit, justement, j'ai introduit une résolution pour demander qu'on fasse payer les loyers de 3 bases, à Béché, à N'Djamena et Faya, à la France. Et si la France refuse, on lui dira de partir. Voilà, donc voilà. Il faut toujours prendre les choses du bon côté, quoi. Merci, monsieur Ngarmini. Allez, Lamana, oui, on poursuit avec vous. Mais pour finir, je veux juste dire qu'il faut, au-delà du Tchad, il faut poser maintenant la question de la présence militaire, des bases militaires en Afrique. Oui. Pas autant de bases militaires que ce soit en Côte d'Ivoire, un peu partout. Quelle est l'utilité? On est en 2020, 22, il faudra poser. On parle de mon frère Adou Maouloud, que je connais très bien, qui chantait cette histoire de souveraineté et tout. Mais bien sûr, mais si on est souverain, on n'a pas besoin de base militaire. Et aussi pour répondre toujours à Adou Maouloud et pour finir, on n'a pas de problème à ce que Mahamat Idriss Déby puisse se présenter aux élections. Il est tchadien. Il a le droit de se présenter autant que moi. Mais si Mahamat Idriss Déby a déjà fait un coup d'État, qu'on le veuille ou pas, c'est un coup d'État. Et après, il vient prendre l'engagement devant la communauté internationale et devant les Tchadiens pour dire que, écoutez, je ne vais pas me présenter, ce que j'ai fait là,
C'est juste pour permettre à ce qu'il y ait un accalmie et qu'on organise les élections. Ça, c'est un engagement. Nous, on s'en tient à son engagement. Après, il peut revenir peut-être plus tard pour se présenter, mais il ne va pas être juge et parti. Il s'est disqualifié lui-même à la magistrature suprême. Donc, nous, on n'a pas de problème avec Mahamat Idriss Déby, mais pour le moment, c'est son qu'il a eu à prendre. Nous, on s'en tient à son engagement pris. Et puis, c'est tout. Merci Lamana Mahamat. Et bien peut-être retrouver également du côté de Cotonou Souleymane Hamzat. Eh bien on va peut-être reparler de cette base française et pourquoi pas on aura peut-être une émission spéciale sur les bases militaires étrangères en Afrique avec vous Souleymane Hamzat. Mais aujourd'hui, comment sortir le peuple de ce qu'il accepte au forceps malheureusement? Vous me permettrez, Madame, n'est-ce pas, de répondre à mon co-débatteur. Oui, de commenter quelques des réactions. Oui. Qui a indexé, n'est-ce pas, les panafricanistes en traitant des gens qui se trouvaient derrière le clavier. Je pense qu'il est loin de la réalité panafricaniste. Je pense même qu'il est totalement torpille sur les événements qui ont n'est-ce pas, qui sont en cours, n'est-ce pas, aujourd'hui en Afrique, oui. Et plus particulièrement du côté de l'Afrique de l'Ouest. Si aujourd'hui le Mali est en train de retrouver sa souveraineté, c'est parce que le Mali a à sa tête des panafricanistes. Et quand je parle de panafricanistes, je parle disons, du pouvoir malien en lui-même. Ce sont des panafricanistes convaincus et coagulés. Nous autres qui sommes, n'est-ce pas, soit des activistes, soit des consultants, soit des panafricanistes ou des analystes politiques, mais, qu'il arrête de nous traiter de gens qui sont cachés derrière leur clavier. Je pense qu'il ferait mieux de venir pour qu'on lui donne des leçons sur ce que c'est que le panafricanisme. S'il n'a rien compris à ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région ouest africaine, nous l'invitons, n'est-ce pas, à nos frères, à venir constater ce qui se passe du côté du Burkina, du Mali, de la Guinée, et mieux, allons de son côté, en RCA. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On appelle ça quoi? On appelle ça de la démocratie à l'occidentale. Il se passe qu'aujourd'hui, à la tête de la Centrafrique, de la République de Centrafrique, il se trouve un mathématicien, n'est-ce pas, qui a